Bien le bonjour, comment ça va? Moi ça va parce que les news que je m'apprête à vous présenter me réjouissent pas mal, je l'avoue. Il y a vraiment du bon cette semaine, à commencer par une grosse bande-annonce du meilleur blockbuster de cet été, je le dis. On parle bien sûr de The Suicide Squad, donc la suite qui se veut aussi un tout petit peu reboot de la catastrophe absolue qui était signée un petit peu David Ayer et beaucoup le monteur des reshoots. Depuis les années qui se sont pris au box-office et des retours de gens pas contents du tout, on les comprend, Warner a mine de rien changé un peu de direction. Ils ont laissé plus de liberté à leurs cinéastes. Et vu que ça a payé récemment, au sens littéral du terme, parce qu'ils se sont fait plein de pépettes avec leur petite expérimentation Joker, ils continuent sur cette lancée et ils tentent le coup à la plus grande échelle. Alors bien sûr, ça reste un film de studio, etc. Mais James Gunn, donc le réalisateur, a souvent répété que le studio lui a laissé pas mal de liberté, et il avait déjà décrit avec beaucoup moins de langue de bois que la moyenne le cahier des charges un peu qu'il avait eu chez Marvel, donc ça lui donne une certaine légitimité en dehors tout ce qui est jeu de la promo, tout ça. Pendant le grand événement d'ailleurs où ils avaient balancé les premières images, Gunn avait parlé d'un gritty war movie, donc un film de guerre un peu sale, hein, un truc un peu sale et méchant. Et d'ailleurs, cette promo repose vachement sur l'idée que beaucoup de monde va crever. Il y a cette tagline que je trouve assez drôle qui est « Don't get too attached », donc ne vous attachez pas trop, sous-entendu les personnages, il y en a beaucoup qui vont mourir. Je refais rapidement le pitch, du coup c'est toujours l'histoire d'une brochette d'affreux pas beaux qui sont réquisitionnés dans une prison méga sécurisée pour botter le cul d'un obscur danger. Donc la nouvelle bande-annonce nous donne pas tant de précisions sur l'histoire. On apprend quand même que Bloodsport, qui est donc campé par Idris Elba, il est en prison pour avoir tiré de la kryptonite sur Superman. Donc il est clairement pas là pour déconner, mais à part ça, c'est surtout l'ambition visuelle du truc qui donne envie, quoi. C'est marrant parce qu'on sent que le montage du trailer essaye de se la jouer un peu mais cool au ralenti, sur du rock, le problème du premier film finalement, alors que le style de Gunn, il se soustrait très vite à ces trucs un peu artificiels, pour torpiller de l'intérieur le blockbuster à l'américaine. C'est comme si le montage proposé là, il essaye tant bien que mal de camoufler une orientation qui est authentiquement foutraque. Il y a quelques plans qui sont super ambitieux, il y a un homme requin débile, il y a un vrai kaiju, je veux dire, que demande le peuple. En plus, je ne sais pas vous, mais le personnage du Peacemaker, qui aura d'ailleurs droit à sa propre série, et qui est campé donc par John Cena, il me fait beaucoup penser au Rainn Wilson dans Super, un autre film de super-héros qui était réalisé par Gunn et qui était bien sale et qui était bien cool aussi, je vous conseille de le regarder. Alors bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une grosse douche froide, hein, mais bon, vu l'été, on va dire, aseptisé qui nous attend, c'est clairement un des plus gros espoirs. Donc rendez-vous le 28 juillet en salle, nous, on sera là. On passe à un projet un peu plus hasardeux, mais pas moins intéressant. C'est une nouvelle adaptation d'une attraction de Disneyland par Disney, donc le studio. Il y en a déjà une qui sort cet été, c'est Jungle Cruise, j'ai un accent pourri, avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Mais là on parle de la Tour de la Terreur, une attraction qui est super culte et qui existe d'ailleurs à Paris dans le parc, enfin à Studio, et qui est géniale d'ailleurs, ceux qui l'ont fait le savent, qui est géniale parce qu'elle a une très bonne scénographie d'ailleurs. La Tour de la Terreur qui est donc inspirée d'une série qui est la série la plus divertissante du monde, hein, bien sûr, j'ai nommé La 4ème Dimension. Donc le projet s'appelle pour l'instant Tower of Terror, sans grande originalité. Derrière, on a Scarlett Johansson, rien que ça. Non seulement elle s'occupera du rôle principal, mais elle sera productrice via sa boîte Test Pictures, aux côtés de Jonathan Lia. Bon, ça fera donc suite à sa sortie de l'univers Marvel, après l'imminent donc Black Widow qui sort début juillet. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais le but c'est aussi de ne pas sortir du cinéma grand public après s'être émancipé d'un univers qui est aussi dense et surtout qui est aussi apte à emprisonner que le MCU. On lui souhaite en tout cas beaucoup plus de réussite que Robert Downey Jr. qui, je ne sais pas si vous vous en rappelez, avait empoché un cachet qui était juste indécent pour une adaptation de Dr. Dolittle et qui s'était fait bien défoncer, hein, et qui croupit d'ailleurs déjà aux oubliettes hollywoodiennes, hein, je parle de Dr. Dolittle, pas de Robert Downey Jr. lui-même bien sûr. Au scénario de The Tower of Terror, on a Josh Cooley, qui est scénariste et réalisateur de Toy Story 4, hein, qui nous a fait chialer comme jaja, donc c'est aussi plutôt une bonne nouvelle. Figurez-vous que ça fait un bon moment qu'un film comme ça est en préparation. En fait, ça a même déjà été fait en 1997 avec un téléfilm qui s'appelle Le Fantôme d'Halloween et qui est réalisé par
DJ McHale, c'est avec Kristen Dunst, notamment. Alors moi je l'ai jamais vu, hein, mais il a vraiment pas très bonne réputation. Et sinon, selon Collider, qui a donc partagé l'info, ça fait depuis 2015 que Disney essaye d'adapter son attraction. À l'époque, il y avait eu un traitement de John August, le mec qui a scénarisé Charlie et la chocolaterie et Aladdin notamment. Donc voilà, là ils sont sur la bonne voie et pour être honnête, à titre personnel, je suis assez étonné parce que il y avait une petite bouclier il y a quelques années quand le parc californien Disney avait fait un peu un ravalement de façade de la Tour de la Terreur en mode Gardien de la Galaxie, c'est-à-dire qu'ils avaient complètement changé le parcours scénique et c'était plus du tout le thème de 4ème dimension, c'était les Gardiens de la Galaxie. Pour moi, le signal, il était clair, c'était que les attractions avec vraiment du cachet, comme ça, comme Space Mountain qui était aussi devenu Star Wars à Paris par exemple, ces attractions c'était fini pour faire place aux franchises quoi. Je pensais que la Tour de la Terreur, c'était plus dans leur papier. Mais du coup, tant mieux, hein, en espérant que Jungle Cruise fonctionne un minimum pour qu'ils se rendent compte, ça reste une bonne idée. Parce que oui, je préfère ça à un Pirates des Caraïbes 59. Bon voilà, donc je me doute que ça soulève pas non plus les foules en furie, donc je vais me rabattre sur une valeur sûre, un truc qui va mettre tout le monde d'accord, c'est le nouveau film de David Fincher après Manque. Donc oui, je sais, c'est toujours sur Netflix parce qu'il a signé un deal d'exclusivité de 4 ans. Donc après ses productions Mindhunter, regardez d'ailleurs Mindhunter, c'est vraiment trop bien. Et Love, Death and Robots, après Manque, qui s'est fait remarquer aux Oscars. Son prochain film en tant que réalisateur arrivera aussi sur la plateforme. Ça s'appelle The Killer et ça n'a rien à voir avec John Woo, désolé. Parce que c'est adapté d'une BD française qui s'appelle Le Tueur, écrite par Alexis Nolan, alias Mats, et qui est dessinée par Luc Jacamon. Il voulait déjà le faire en 2007 avec Paramount, mais ça avait capoté, donc cette fois c'est la bonne. Et ça sent vraiment bon parce qu'il a embarqué dans l'aventure Andrew Kevin Walker à l'écriture, donc qui est le mec qui a écrit Seven, rien que ça, et Eric Messerschmidt, je dis bien, son directeur de la photographie sur Manque, qui a donc pris un Oscar et qui ne l'a pas volé. On a aussi des nouvelles du casting, il y a le rôle principal qui sera tenu par Michael Fassbender. Et dans un entretien à El Giallo Vasco, Messerschmidt a confirmé que le tournage serait à Paris en novembre 2021. Ce qui est assez logique, il y a quelques semaines, une photo avait un peu tourné sur internet et en fait on voyait Fincher dans la capitale à côté de Lily Collins pendant le tournage de Emily in Paris. Et comme on voit mal le mec qui a fait Gone Girl réaliser un épisode de cette série où la moitié de la capitale finit pas assassinée froidement, on se posait pas mal de questions. Donc voilà la réponse, il faisait peut-être des repérages ou quoi que ce soit d'autre pour son film. La BD raconte l'histoire d'un tueur à gages qui commence à avoir des remords, donc voilà, c'est assez intéressant, très Fincher. A priori Netflix table sur 2022 pour la sortie, donc voilà, tous les feux sont au vert, on peut rien dire d'autre. Et là, je dois rajouter des trucs parce que, en fait, pour être honnête, je prépare mes breaking news le jeudi soir en général et tout se passe bien d'habitude, mais cette nuit, plein de trucs sont tombés. J'aurais beaucoup aimé vous parler du trailer d'Halloween Kills qui porte décidément bien son nom, qui est sorti il y a quelques heures et qu'on attendait pour la semaine prochaine. Surtout qu'il y a une référence à Halloween 3 dedans, donc moi je suis comblé. Mais du coup, je vous conseille de plutôt aller la voir sur le site parce qu'à la place, il y a la grosse machine Marvel qui est passée par là et qui a balancé une autre grosse bande d'annonces. Donc forcément, je dois m'y coller. C'est la bande d'annonce de Shang-Chi and the Ten Rings, The Legend of the Ten Rings, qui est réalisé par Destin Daniel Cretton, qui est le film Marvel prévu pour après Black Widow et qui débarque donc début juillet, enfin Black Widow débarque début juillet dans les salles et donc celui-là sort après. C'est donc la grosse bande-annonce finale et j'y vais pas vraiment de gaieté de cœur parce que franchement ça refroidit pas mal, hein. Non pas qu'on était particulièrement chaud, mais il y avait quand même quelques trucs intéressants dans le projet parce que ils ont beaucoup mis en avant le fait que c'était le premier film du MCU à mettre sur le devant de la scène un personnage asiatique. Et certes, c'est important pour des questions de diversité, c'est-à-dire que Marvel, c'est une franchise qui touche la planète entière, et ne serait-ce qu'au niveau culturel et économique, c'est normal qu'ils veulent toucher tout le monde et que tout le monde s'identifie à leur héros. Mais c'est aussi important parce que ça semblait entraîner une amélioration sur leur production d'un truc qu'on leur reproche souvent, qui sont leurs séquences d'action. Parce que le personnage principal, que les lecteurs de comics connaissent bien, c'est un expert en arts martiaux, et donc le film aurait pu s'imposer comme un peu l'antidote aux séquences d'action du MCU qui sont toutes pareilles, à l'américaine. Donc voilà, ça fait un bail que les plans séquences Made in Marvel, même eux, ils ont vraiment plus aucune identité. Et le film, il semblait prendre soin d'invoquer de véritables chorégraphies, quoi. D'autant que le succès des John Wick, l'export des deux The Raid, ça a un peu changé la donne en termes de films d'action, c'est beaucoup plus accepté à Hollywood, il suffit de voir Nobody récemment par exemple. Donc voilà, c'est qu'une bande-annonce, mais finalement, ça semble pas vraiment être le genre de la maison, c'est toujours méga blindé en CGI, il y a des monstres chelous, alors il y en a qui disent que c'est l'abomination, le méchant de Hulk.
je sais pas, hein, il n'y a aucun plan qui dénote vraiment avec la baston et la mise en scène de la baston made in MCU. Ces histoires d'anneaux, ça va surtout être une bonne excuse pour la foire au plan 100% numérique, et la direction artistique, elle est loin d'être aussi originale. Si on retrouve des teintes, des plans qui s'inspirent clairement du cinéma chinois, tout reste assez générique. Et quand on compare avec les images de Suicide Squad justement, bah franchement ça fait pas le figure. Hein. Donc voilà, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est la bande-annonce qui est très calibrée, qu'en fait ça anticipe un vrai renouveau dans l'univers Marvel, mais je suis quand même très dubitatif, d'autant que le personnage, il n'est pas du tout identifié par le grand public, qu'il n'y a pas de méga star dans le film. Alors est-ce que la marque Marvel suffira à convaincre les gens sur ce coup? Bah ils ont prouvé qu'ils en étaient déjà capables, mais là ça va être l'épreuve du feu. Réponse donc le 1er septembre, a priori. Je passe aux recos sur lesquels je vais vite du coup. Je commence par Super Deep, un petit film d'horreur russe sur lequel je vais écrire cette semaine, mais bon voilà, j'ai pas eu le temps. J'en parle très vite fait, c'est très cool en fait. C'est l'histoire, il y a une sorte de catastrophe dans un truc qui existe vraiment normalement, qui est le trou le plus profond du monde en fait. C'est un truc qui a été fait par les Russes à une certaine période. Et il se passe quelque chose, des personnages y vont, je vais pas en dire plus évidemment. Ça s'inspire beaucoup de la body horror, ça s'inspire aussi beaucoup d'une référence que je ne vais pas griller mais qui est très intéressante à voir réapproprier. C'est vraiment pas parfait, il y a beaucoup de défauts, mais il y a un côté série B pas complètement fauché et pas complètement blindé de thunes, super généreuse en fait, et surtout une première partie qui est vraiment qui donne envie en fait d'aller plus loin, oui c'est ça, voilà, ouais, la suite va un peu contre ça, mais franchement c'est vachement cool, c'est vachement intéressant. Le climax est très cool. N'hésitez pas, c'est sorti en DVD et en Blu-ray il y a quelques jours, si je dis pas de bêtises. Je m'attarde aussi sur Kavit, qui est arrivé sur Shadows, donc la plateforme SVOD du Fantastique, etc. Qui est arrivé en même temps que Sator d'ailleurs, que je vous conseille aussi si vous êtes curieux. Enfin, en fait, je vous conseille surtout d'aller voir l'histoire qu'il y a autour du film, qui est assez amusante. Bref. J'ai un vrai coup de cœur pour Kavit, qui a un postulat assez fun. En gros, c'est un mec qui doit surveiller une gamine qui a des problèmes psychologiques sur une île. Mais les modalités pour la surveiller sont assez particulières, je vais pas en dire plus, mais le principe en lui-même, il fait un peu film d'horreur à concept des années 60-70, un peu à la William Castle, mais pas vraiment, enfin j'ai un peu du mal à dire pourquoi, mais moi ça me fait beaucoup penser à cette vibe-là. C'est un huis clos qui est vraiment réussi, en fait, qui est très tortueux au sens propre comme au sens figuré, on aime vraiment s'y perdre, en fait. La mise en scène nous entraîne vraiment dans ses méandres avec une certaine efficacité, et je dois avouer que même si c'est pas sur un schéma à l'américaine, il m'a fait pas mal flipper par moments. Notamment avec ce lapin qu'on voit sur l'affiche, qui m'est pas très bien. D'autant que au cœur du film, quand on est vraiment enfoncé dans son labyrinthe, eh ben, on se sent vraiment emprisonné dans ces concepts un peu tordus. Donc une vraie découverte pour ma part, qui avait d'ailleurs reçu une petite distinction au BIF, si je ne m'abuse. Et donc le réal scénariste, Damian McCarthy, qui est à suivre parce que c'est son premier long. C'est clairement assez fauché, mais je suis curieux de voir ce qu'il va faire avec plus de moyens. Voilà, je termine ici ce Breaking News. N'hésitez pas à aller lire les news sur le site, à aller lire tous nos dossiers qu'on fait sur le site. Si vous voulez nous soutenir, il y aura un lien dans la description pour nous soutenir, voilà, je l'ai déjà dit, mais ça paye pas de mine. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!